Eh bien, bonjour. Nous sommes heureux, comme d'habitude, d'inviter un auteur ou une autrice à la maison pour venir présenter un ouvrage en général récent. Et c'est le cas ici. Donc, ça me fait très plaisir d'accueillir au nom de la MSA Change-Guépin Lionel Obadia, qui commence à être un habitué des lieux. Un peu. Hein, on te connaît bien, Lionel. Et ça fait un petit moment que nous souhaitions t'inviter. Mais comme tu écris beaucoup, à chaque fois que nous refaisions la programmation, c'était pour un nouveau livre. Nous avions envisagé de t'inviter lorsque tu avais publié ton livre sur les idées reçues sur les zombies, qui nous paraissait être je dirais, un bon livre pour venir causer. Et puis, ton livre plus récent est paru quelques mois après, donc l'anthropologie des religions. Donc finalement, c'est à ce titre-là que tu viens. Alors, je rappelle que après, évidemment, tu auras toute l'attitude pour te présenter, raconter ton parcours, etc. Mais je rappelle que tu es professeur d'anthropologie à l'université Lyon 2, qui est l'université Lumière, et que tu es un spécialiste, alors je vais dire des religions, de la religion, mais voilà, d'un ensemble en fait de champs de la culture et de l'imaginaire, parce qu'on a parfois tendance à systématiquement ranger dans le champ du fait religieux, alors qu'en réalité, enfin, tu nous en parleras toi-même, il s'agit à la fois de cela et pas de cela, que parmi les derniers livres que tu as récemment publiés, indépendamment de celui qui est ici devant moi sur la table, Anthropologie des religions, il y en a un que tu nous as apporté aussi sur l'au-delà. Voilà, donc tu pourras aussi nous parler si tu veux. Après tout, nous t'invitons pour un livre, puisqu'il y en a deux, ça peut être aussi l'occasion d'échanger. Et avant de te donner la parole, de manière très libre, puisque c'est le principe de ces rencontres, je voudrais te poser une première question. D'accord. J'ai connu la parution de ce livre, L'anthropologie des religions, à travers toi, puisque je me souviens, tu m'avais très aimablement écrit à l'époque pour me présenter ton livre. Et lorsque j'en ai vu le titre, j'ai pensé, de manière assez immédiate, qu'il allait s'agir d'une somme, compte tenu du titre, L'anthropologie des religions. Et donc, je me suis évidemment précipité pour prendre connaissance de l'ouvrage. J'étais un petit peu surpris par le petit format. Évidemment, petit ici n'est pas du tout péjoratif, mais par rapport au champ annoncé par le titre de l'ouvrage, j'étais surpris par ce volume. Alors, je pense avoir saisi la raison d'être de cette concision, de cette dimension très synthétique de l'ouvrage par rapport à un titre comme celui-là. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots? Pourquoi un petit livre, ce qu'on appellerait un opuscule d'une certaine manière, pour un sujet aussi vaste? On commence par des questions qui sont évidemment très faciles. Merci beaucoup, merci de l'invitation. Merci d'être là aujourd'hui. Donc, habitué, oui, je commence. Écrire beaucoup, quand même pas. Mais oui, ça m'arrive régulièrement. Alors, pourquoi l'anthropologie des religions? C'est venu initialement d'une réflexion sur le fait que dans le paysage éditorial, il n'y avait pas énormément de choses. Il y avait les Claude Rivière. Et puis, il y avait des travaux de Marc Auger dans mon domaine, c'est-à-dire dans l'ethnographie comparée des religions. Et donc, pas du tout dans une anthropologie historique, philosophique, théologique ou autre. Et donc, il me semblait nécessaire d'actualiser ce que Rivière faisait admirablement bien en beaucoup plus de pages, mais en allant plus dans le détail de certains concepts et de certains champs. Je pense qu'il fallait réaffirmer à un certain moment la nécessité de positionner l'anthropologie à un moment où une sociologie se revendiquait d'une socio-anthropologie des religions, que le terme anthropologie était un peu, disons, tout terrain et tout le monde se revendiquait plus ou moins anthropologue. C'était pas du tout un réflexe communautaire en disant l'anthropologie, c'est nous, les ethnographes et comparatistes qui pouvons le revendiquer légitimement. Mais je pensais qu'à un moment, il fallait réaffirmer là où on est, ce qu'on a fait, et comment l'anthropologie des religions, qui est quand même née de l'étude des sociétés à tradition orale, dite prémoderne, traditionnelle ou entre guillemets primitive, a réussi à se réinventer dans le contexte de la modernité. Et de fait, il me semblait que même les anthropologues très très en vue des grands maîtres de l'époque n'avaient pas encore
totalement pris le tournant et n'avait pas décidé de faire un petit retour sur histoire de la discipline et surtout les nouveaux champs. Et ça me semblait très, très important à ce moment-là. Alors, le format s'y prête parce qu'effectivement, c'est un compendium. On a beaucoup discuté avec l'éditeur à savoir si c'est une anthropologie des religions ou si l'anthropologie des religions. Savoir si je devais affirmer ma théorie de l'anthropologie des religions ou me retrancher derrière les autres auteurs, ce que j'ai fait prudemment. D'accord. Alors, tu parlais d'une évolution des champs. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Disons qu'il y a des choses assez classiques qui n'ont pas bougé, c'est-à-dire il y a toujours une méthode qui est une méthode constituée sur une expérience directe, sur un certain nombre de concepts sur lesquels on a quand même une certaine virtuosité, la croyance, le mythe, le rite, etc., qu'on a largement éprouvé par des enquêtes de terrain de longue durée en observation, en immersion. Et puis après, il y a des choses sur lesquelles on est un peu revenu, voilà, le rapport à la parenté, bon, ça a été beaucoup vu, le rapport à l'organisation sociale aussi, mais en période de modernité et de mondialisation, il fallait repenser ces éléments-là, parce que, évidemment, on n'est plus dans des villages de 60 ou 90 ou 100 personnes structurées autour essentiellement d'un système de parenté, mais dans des sociétés complexes composées sur la base du contrat social, de la coexistence de communautés diverses, etc. Donc, il fallait introduire de nouvelles problématiques largement travaillées par l'histoire ou la sociologie par ailleurs. Repenser également les avancées d'autres champs, de la psychologie, de l'économie, qui irriguaient, et de la linguistique, qui irriguaient le champ de l'anthropologie. Et donc, de fait, il y avait plein de nouvelles choses à penser, par exemple, les transformations des systèmes religieux, qui pouvaient pas être exclusivement mécaniquement attribué à transformation d'un système de parenté, d'un ordre social, d'un ordre économique, donc du système religieux, mais des choses plus complexes sur la théorie de l'hybridation, par exemple, que nos amis et collègues de sociologie appellent diversité et que nous on appelle hybridation. Et enfin, disons inscrivent dans cette thématique-là. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se sont faites désormais ici, et non plus là-bas, sur des sociétés modernes, tout en conservant une base d'identité à l'anthropologie des religions. Et je pense que c'était important, surtout pour les jeunes générations, de voir que cette opposition entre la sociologie des religions, c'est nécessairement ce qui se fait dans les sociétés modernes proches, et l'anthropologie des religions, ce qui se fait dans les sociétés lointaines, exotiques, etc., n'avait plus lieu d'être, et on pouvait être anthropologue ici, de la même manière qu'on pouvait être sociologue là-bas. Alors, ce midi, nous avons déjeuné ensemble et tu évoquais un certain nombre aussi de projets dans lesquels tu es actuellement investi, notamment un certain nombre de projets importants autour je vais dire de manière très ouverte, autour des nouvelles technologies. Est-ce que dans les transformations des champs je veux dire, du religieux, de la spiritualité, des croyances, etc., est-ce que tu observes, est-ce que l'on peut observer de manière assez significative l'effet des nouvelles technologies aujourd'hui? Oui, totalement. Totalement. Et c'est là d'ailleurs un des points importants, je crois, de cette nouvelle édition revue et augmentée, c'est d'avoir gommé des choses qui étaient obsolètes ou révisé des choses qui n'avaient plus lieu d'être vraiment par rapport à la pertinence soit historique, ok, on a parlé de ça à un certain moment, mais plus vraiment d'utilité, et de voir comment on se déployait dans un monde où l'écosystème de la communication et des relations sociales a complètement changé avec les plateformes, avec la digitalisation du monde, avec l'intelligence artificielle, avec la robotique, la cobotique et tout un tas de choses qui ont transformé nos environnements, et qu'une approche anthropologique restait quand même tout à fait d'actualité. Approche anthropologique ici, non pas sur l'humain en général dans son rapport aux machines, c'est un autre projet, mais ici dans les croyances qui sont versées dans les technologies. Alors, il y a tout un tas de choses qui sont en discussion avec des historiens, et notamment des historiens de l'Antiquité, sur la continuité, par exemple, des automates, des robots, et voilà, et les continuités et ruptures des systèmes de croyances liés aux machines produites par les humains. Et il me semblait important de réserver un demi-chapitre, parce que c'est le cas ici, à la manière dont l'anthropologie se déploie encore trop timidement, de mon point de vue. L'anthropologie des religions se déploie dans le domaine de la robotique, de l'IA et disons, du monde connecté. Alors, une question autobiographique maintenant. Pour tes lecteurs actuels et futurs, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours d'anthropologue et sur les différents registres que tu as pu croiser ou même étudier de manière plus approfondie autour de cette question des religions ou des croyances?
exercice difficile parce que c'est complètement égocentré et en même temps absolument nécessaire pour dire d'où je parle en termes de transparence. L'avantage d'arriver à un certain niveau de carrière, c'est de pouvoir regarder le passé sans en rougir en disant oui, j'ai accompli un certain nombre de choses, mais il m'en reste encore beaucoup. Donc j'ai commencé par des recherches sur le bouddhisme en tant que pratiquant moi-même sur le bouddhisme d'Occident, puis ensuite ça a donné lieu à une thèse. Ensuite, par une opportunité fort heureuse, j'ai eu la chance de pouvoir commencer à la fin des années 90 un terrain au Népal où je me suis affronté à la question non plus de la conversion et de l'adoption du bouddhisme par les Occidentaux, premier terrain, mais à la question de la rencontre des systèmes de croyances et thérapeutiques traditionnels et le système de biomédecine au Népal. Donc là, j'ai pu fréquenter des espaces dans lesquels il y avait un mélange de bouddhisme, d'hindouisme et surtout beaucoup de chamanisme et de croyances magico-sorcellaires. Ensuite, je me suis rapatrié en Occident pour me consacrer essentiellement à la magie et à la sorcellerie, qui me plaisait beaucoup à ce moment-là, même les petites magies ordinaires. Et ensuite, je suis reparti en Asie, puisque c'est quand même un peu le lieu par excellence qui est le pôle attractif, où j'ai travaillé en Inde du Sud dans la cité spirituelle d'Auroville, qui a été fondée à la fin des années 60 et qui continue à être une utopie spirituelle sur laquelle fonder une sorte d'hybridation entre la pensée scientifique et technologique et des pensées spirituelles, une sorte de néo-hindouisme réinventé. Ça s'est fini en 2018. Puis ensuite, je me suis de nouveau déployé sur la magie et la sorcellerie, mais en essayant de poser une question que je travaille toujours actuellement. Est-ce que dans le développement et l'appropriation de la high-tech, quelle que soit la forme, et en particulier l'intelligence artificielle, il n'y a pas des schèmes de pensée magique qui président précisément à ça. Donc maintenant, je travaille dans des laboratoires et ma nouvelle tribu, c'est des gens bizarres qu'on appelle des ingénieurs. Ça va être capté, je ne sais pas comment ils vont le prendre. Voilà. Ce qui m'a amené à aussi avoir la chance à commencer à faire des terrains dans des lieux que je n'avais pas beaucoup fréquentés. J'étais beaucoup passé rapidement. C'est la Chine et le Japon. Alors évidemment, pour la robotique, le Japon s'impose. On n'a pas d'autre choix que de travailler là-bas. La Chine, plus intéressante, elle développe des systèmes d'IA qui sont complètement adossés à une pensée confucéenne réinventée. Donc là aussi, il y a des mélanges entre spiritualité et technologie qui sont assez intéressantes à observer. Donc le fil rouge, c'est la croyance, moins la religion, moins que la religion. Et je crois qu'il y a un élément commun, c'est aussi les systèmes de pensée cosmique du monde asiatique. Alors, tu as utilisé deux expressions autour de la magie. Je parlais des petites magies ordinaires. Donc, j'aimerais bien que tu puisses nous dire ce que tu entends par les petites magies ordinaires. Et puis, alors là, une expression que tout le monde connaît, et emploie, entend, et je trouve qu'on l'entend de plus en plus d'ailleurs, l'expression de pensée magique. Voilà, est-ce que tu pourrais nous proposer ta définition de la pensée magique? Parce que c'est une expression qui est de plus en plus ordinaire, là, pour le coup, pensée magique. Donc voilà, qu'est-ce que tu entends par la pensée magique? Alors d'abord, les petites magies ordinaires. Les petites magies ordinaires. Notre monde est fait de relations qu'on a avec notre environnement physique, humain, matériel. Et puis, il y a tout un tas de choses qu'on fait selon des schèmes de pensée qui reposent sur une causalité. Si je fais ça, c'est qu'il va y avoir ça. Prendre un café chaud, trop chaud, je vais me brûler. De pas allumer la lumière quand je vais dans la salle de bain, je vais me buter la tête contre la porte, etc. Et puis, il y a des choses qu'on n'arrive pas à interpréter et qu'on attribue de manière plus ou moins lâche, plus ou moins souple à des agents ou des forces ou des choses comme ça surnaturelles. Alors les petites pensées, les petites magies justement sont tous ces moments où notre pensée causale arrive à son top d'interprétation et on est obligé de passer à un registre supplémentaire. Par exemple, quand ton téléphone ne marche plus et que tu te dis mais pourquoi il ne marche plus? Normalement toutes ces fonctionnalités, tous les circuits intégrés devraient marcher, et qu'il se met à te parler, ton Siri s'allume et te parle. Là tu dis il y a quelque chose, il ne va pas. Donc tu l'anthropomorphises, il te répond, et donc là tu es passé à un autre registre de causalité. Ça peut être pour le smartphone, donc la technologie, ça peut être pour n'importe quoi, le destin, etc., la chance, la baraka et autre chose comme ça.
Et la pensée magique, alors on y arrive. Donc merci, ce qui me permet de poser le fait que c'est le thème de mon prochain livre. Évidemment, tu l'as bien compris, merci de l'invitation. Pensée magique et high-tech, qui est en cours de rédaction chez un éditeur anglais, hein, par ailleurs. Et donc, j'appelle pensée magique. Alors, à partir de l'anthropologie, qui pensait qu'il y avait un lien, dans un premier temps, qu'il y avait un lien fort entre certains types de sociétés, disons, entre guillemets, primitifs ou avec une mentalité un peu organisée autour de schèmes de pensée qui n'avaient pas connu le mouvement de la rationalité ou du rationalisme occidental. Et cette pensée associative de la magie en disant si quelque chose arrive, c'est pour des raisons surnaturelles. Donc de toute façon, la pensée magique se distingue de la pensée religieuse dans le sens où elle est causale. Elle attribue de manière extrêmement rationnelle à des événements, des causes ou des effets, même s'ils ne sont pas démontrables par les principes de la physique, etc. Et donc, par extension, on sort de l'anthropologie et on essaye d'appliquer ça à n'importe quelle autre situation, et notamment la situation de la high-tech. Quand ça marche bien ou quand ça marche pas, les technologies se prêtent particulièrement à ce que j'appelle, moi, des causalités alternatives. C'est-à-dire, il faut que les choses aient un sens. Je sais que quand j'allume mon ordinateur, quand je passe avec mon badge dans un sous-sol de la MSH ou dans le métro, ça s'ouvre. Quand ça marche trop bien ou quand ça ne marche plus, l'explication technique ne suffit plus. Et donc là, on a la possibilité de basculer sur un autre répertoire avec tout un tas de choses plus ou moins anthropomorphes en disant les esprits sont contre moi ou voilà, il y a des choses surnaturelles, etc., etc. Et donc, cette pensée magique, je la prends très au sérieux parce que tu as mentionné le fait qu'elle résonnait beaucoup. Or, justement, si on fait une analyse un petit peu en détail de la manière dont elle intervient dans les débats autour de la high-tech, il y a deux camps. Le camp de ceux qui disent « mais on va vivre dans un monde magique parce que la high-tech est en train de réenchanter le monde ». Et ils le prennent très au sérieux. Et d'autres le prennent de manière un peu plus allusive. Donc, il y a déjà, dans le camp des pour, il y a deux sous-camps. Et puis, il y a le camp des contre qui nous disent, mais tout ça, c'est de la pensée magique. L'IA, vous croyez que ça marche, mais il y a une boîte noire dans votre esprit, mais vous n'avez pas idée des mécanismes qui président à la production via le deep learning et le machine learning de tout ce que vous avez comme production textuelle ou production d'images et maintenant de vidéos avec les nouveaux systèmes d'OpenAI. Et donc, de fait, tout le monde évoque la magie, soit pour la qualifier, soit pour la disqualifier, et personne ne donne une définition extrêmement précise, et je pense que c'est à un moment aux anthropologues de venir, mutatis mutandis, c'est-à-dire en disant, mais la théorie de la magie a été élaborée pour un certain type de société, posons-nous la question de savoir si ça s'applique maintenant dans des sociétés complexes, hautement digitalisées. Et alors, par rapport à donc cette définition que tu donnes de la pensée magique, est-ce qu'on pourrait considérer que... je donnerai un exemple après pour expliciter la question. Est-ce qu'on pourrait considérer que les prémices ou les naissances de la théorie scientifique ou certaines théories scientifiques, c'est-à-dire avant un processus d'expérimentation, de vérification, etc., peuvent s'assimiler d'un point de vue, je dirais, conceptuel et de démarche intellectuelle à la pensée magique. Alors, je donne un exemple par rapport à ce que tu disais. Un exemple qui est lié au champ que je connais le mieux, lorsque par exemple Épicure reprend à Démocrite sa théorie des atomes, telle qu'elle est ensuite merveilleusement exposée par Lucrèce, on a affaire à ce qu'on appelle en grec un mythos, c'est-à-dire grosso modo les atomes épicuriens, c'est ce qu'on est obligé de poser pour pouvoir fonder une physique, mais qu'on ne verra jamais, dont on ne pourra jamais démontrer l'existence. Mais c'est une cause dont on a besoin pour pouvoir rendre compte d'un certain nombre de phénomènes. Et donc, on invente l'atome qui ne correspond à aucune expérience dans l'ordre du phénomène, de ceux qui en sont les inventeurs. Alors, est-ce que ça, c'est par exemple, parce que ça, c'est le prémisse d'une théorie scientifique, ça, c'est le prémisse d'une théorie scientifique. Est-ce que finalement, c'est un processus qu'on pourrait apparenter d'une certaine manière à la pensée magique? Alors oui et non, parce qu'on n'est pas allé si loin, mais on est allé loin. Je vais me réfugier derrière au moins un anthropologue un peu connu qui s'appelle Claude Lévi-Strauss, donc chapitre 1er de La pensée sauvage, dans lequel il nous explique que la pensée magique, exemple à l'appui et mécanisme de démonstration à l'appui, la pensée magique, en fait, elle est
rationnelle, elle est quasiment bachelardienne. C'est de l'essai-erreur. Ça marche pas. Sauf que si on revient sur un autre grand classique de l'anthropologie, c'est Fraser, qui nous disait l'échec en magie ne signifie pas la fin de la théorie. C'est-à-dire, si ça marche pas, on va trouver toujours des situations dans lesquelles une expérience qui rate, c'est pas la théorie scientifique qui s'effondre, c'est l'expérience qui n'a pas marché et on peut continuer à essayer d'explorer ça. Et donc, avec Lévi-Strauss, donc ce qu'il appelle la pensée concrète, la pensée magique est une pensée concrète ou du concret, plutôt pour le citer très exactement, elle est quasiment donc bachelardienne. Et donc, certains en ont étendu un peu les conclusions en disant mais finalement, donc la pensée magique est tellement proche de la pensée scientifique qu'elle pourrait se situer sur un plan généalogique. J'irai pas jusque-là. Ça me paraît un peu difficile. C'est pas un exemple qui fait une nomologie, donc j'ai un peu peur de la rapide généralisation. Mais il n'en demeure que c'est vrai que les propriétés de la pensée magique sont beaucoup plus assimilables à celles de la pensée scientifique que n'est la pensée religieuse. La pensée religieuse pense le transcendant. Donc, le transcendant détermine l'ordre du monde, l'ordre du cosmos, etc. La pensée magique dit qu'il existe un ordre du monde, que les humains doivent travailler avec des non-humains, ce que maintenant M. Descola appelle des agents, etc. Mais Descola, pas que lui, il y avait Latour, enfin tout un tas de gens ont commencé à travailler un peu sur cette idée-là. Et donc, on vit dans un monde qui est de toute façon composé de choses réelles et de choses plutôt de l'ordre enfin, choses naturelles et choses surnaturelles. Et on doit interagir avec eux et trouver les moyens, voilà, d'avoir des contrats avec eux, quand on veut faire de la sorcellerie, par exemple, ou tout simplement comprendre comment ça fonctionne. La magie n'a pas nécessairement de grandes théories du monde, sauf les magies un peu intellectuelles, style hermétique, etc. Mais elle donne juste l'idée qu'il y a un cosmos composé et que l'humain doit composer avec ce cosmos. Là où la pensée religieuse, du moins monothéiste, dit non, il y a une main qui détermine l'ordre du monde. Et donc la pensée magique, en fait, nous replace, nous l'humain, de manière prométhéenne, au cœur du monde, même surnaturel. Et je pense que c'est la raison aussi de sa résurgence forte tous azimuts actuellement dans nos sociétés hyper modernes. Alors, puisque tu viens de nous annoncer que justement tu travaillais un nouveau livre sur la pensée magique, par rapport à ce que tu viens de dire à l'instant, c'était un peu ce vers quoi je voulais aller dans le questionnement à l'origine, c'est que il y a un petit peu dans l'échange là que nous avons en ce moment, façon de reposer un vieux sujet qui n'est pas clos, c'est la question de la relation entre mythe et science, qui relève du mythe, qui relève de la science. Le problème, c'est que le terme de mythe, c'est un terme qui est extrêmement difficile à appréhender, parce que quand on pense mythe, pour nous, on en inscrit tout de suite là dans une culture et une tradition qui est l'héritage gréco-latin, et qui donc nous fait penser quelque chose au sujet du mythe qui, dès qu'on cherche à le transposer dans d'autres cultures, en général, ça ne marche pas. Voilà. Donc, est-ce que tu penses par rapport à cela, parce que je pense que c'est une question qui est toujours ouverte, qui est toujours fondamentale, de cette relation sur donc ce qu'on a pendant longtemps appelé le mythe versus la science. Est-ce que tu penses finalement que remplacer le terme mythe dans ce questionnement par pensée magique est plus satisfaisant? Non. Directement non. La pensée magique n'a pas de récit. Elle a des techniques. Elle est dans la concrétude, elle est dans l'immédiat, elle est dans le synchronique, alors que la mythologie nous inscrit dans le diachronique, le temps très long, et le récit à grande écriture. Et donc, le débat actuel autour de mythe et science, tel que je le vois moi du point de vue de la high-tech, c'est la place ou l'acception qu'on donne à la notion de mythe. Souvent, on dit, oui, mais tout ça, c'est du mythe. Donc, c'est pour disqualifier un récit fictionnel en disant, oui, mais l'intelligence artificielle n'arrivera pas à suppléer la pensée humaine, blablabli, blablabla. Tout ça, c'est du mythe. De la même manière qu'on disait la pensée magique. La pensée magique, Et, mais d'autres songent très précisément à essayer de réfléchir à la manière dont on est en train d'écrire des grands récits dont Lyotard nous avait dit qu'ils étaient finis avec la postmodernité, etc., autour justement d'un nouvel horizon de sens et un horizon de pratique, et une nouvelle organisation sociale autour des technologies, en disant le monde sera technologique ou il ne sera pas, pour être
un peu le nouveau Malraux du 21e siècle. Le monde sera technologique ou ne sera pas. Et donc, on invente des nouvelles mythologies, non pas au sens de la sémiotique, d'une sémiotique qu'on connaît très bien, les mythologiques de Barthes, etc., mais au sens voilà, de nouveaux horizons à long terme, en nous disant, c'est de la prospective, hein, en fait, en d'autres termes, en 2050, en 2100, voilà, c'est un petit peu ce qu'il y a. Il y a tellement de schèmes mythiques derrière ces nouvelles narrations que je pense que c'est très important, mais en distinguant bien ce qui relève du mythe, ce qui relève de la pensée magique, et qui encadre ou entoure les développements scientifiques. Donc moi, je pense plus que il y a, alors c'est pas une réconciliation, hein, mais il y a une sorte de nouvelles articulations entre science et mythe actuellement. Alors évidemment, il y a toujours des gens qui vont pas trouver ça très conforme à leur vision de la science. Très bien. Alors moi, je vais m'arrêter là parce que le principe aussi de ces rencontres, c'est de te permettre d'échanger avec l'auditoire, soit parce il connaît ton livre et il a envie de te poser des questions, soit parce qu'il le découvre aujourd'hui, mais par rapport à l'échange que nous venons d'avoir, il y a plein de questions qui surgissent, qui d'ailleurs n'ont peut-être pas forcément de relation directe avec le livre, hein, mais l'idée c'est qu'on puisse échanger. Donc je vais laisser la parole à l'auditoire si quelqu'un veut pouvoir entrer en discussion avec toi, poser une question. John, je suis venu juste là pour discuter. Donc, oui, avec Frédéric et toi. Donc, John, si tu lui dis... Je pourrais poser plein de questions. En t'entendant, j'ai pensé à une discussion que j'ai eue peut-être à 15 ans maintenant, que j'étais invité à un colloque à Vienne, et il y avait des historiens, des anthropologues. On parlait de religion, et un des collègues autrichiens anthropologues disait « Moi, je n'utilise plus le mot religion, je parle de faith en anglais, donc foi ». Et moi, j'ai répondu que c'est un point de vue très protestant. Parce que, effectivement, pour Luther, la foi, c'est tout. Et je dis, pour nous, quand on parle de religion, effectivement, il y a croyance, mais aussi le rite, le culte. Et je pense aussi à un travail de Daniel Boyarin, qui est historien de judaïsme et de christianisme, pour qui le mot religion, donc tel qu'on soit maintenant, le concept en latin est vraiment inventé pour le christianisme, parce qu'il dit pour Antiquité, religio, c'est autre chose, c'est pas ce qu'on appelle religion. Il dit il y a la religion qui était christianisme et les autres étaient superstitionnistes. Et pour lui, donc, on accorde tant bien que mal la catégorie de religion au judaïsme au début, mais ensuite c'est un concept qu'on peut étendre à d'autres religions, l'islam notamment, où il y a aussi une idée de doctrine et d'un côté des pratiques d'autres. Mais cette idée de doctrine et pratique, d'abord, les deux vont souvent ensemble, et ensuite, parfois, la doctrine n'est pas vraiment là. Il y a des pratiques, il y a des mythes sans qu'il y ait un credo. Donc, c'est pour ça que quand on parle de confucianisme, quand on parle de sociétés qui sont assez loin de nos sociétés occidentales, parfois on ne sait pas. Le confucianisme, c'est une religion, c'est pas une religion. Donc, on se rend compte que nos outils qui sont fabriqués dans un contexte culturel spécifique, évidemment, on est obligé de les utiliser, mais ils ont leurs limites. Alors, quelle est la réflexion actuellement autour de toi sur ce concept de religion? Alors, c'est les 2 premiers chapitres du livre. Je ne vais pas tout dévoiler non plus. Le problème des sciences religieuses en général, histoire, sociologie, etc., philosophie, théologie, évidemment, c'est qu'on est tributaire d'un lexique, donc tu l'as mentionné, qui est inscrit dans une histoire culturelle, c'est celle des monothéismes, et en particulier du christianisme. On est d'accord là-dessus. On n'a pas trop d'autres choix, parce que soit on tente d'étendre le concept au-delà de son aire de signification,
On va dire, bon, bah, religion, ok, ça a été écrit par les pères de l'Église, défini par les pères de l'Église, etc. Mais est-ce qu'on va essayer de voir, alors plus que les autres monothéismes, c'est la question des polythéismes, et en particulier de ce qu'on a appelé les cultes ethniques des sociétés dites primitives, qui a posé problème pour nous, parce que il y a un problème de traductibilité, c'est-à-dire si le terme religion n'existe pas dans le langage local, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on bascule sur l'avantage de l'anthropologie, qui a un lexique très étendu à partir de termes qui ont été élaborés par les cultures locales. Le potlatch, le mana, etc. C'est pas des termes occidentaux, c'est pas des termes latins. C'est des termes locaux, vernaculaires, qui sont devenus, par une élaboration intellectuelle, des concepts larges. Et donc, il y en a plein en anthropologie. Tabou, par exemple celui-là. Et donc, ce qui nous permet ici de pouvoir avoir une béquille théorique qui est assez intéressante, en disant, bah, puisque on est accusé justement d'une sorte de, allez, je lâche le mot, de colonialisme épistémologique, en disant, bah, nous imposons le terme de religion et tout le lexique qui va derrière, rituel, foi, dogme, etc., à des sociétés dans lesquelles les choses sont un petit peu plus compliquées ou n'arrivent jamais totalement en même temps. C'est-à-dire il peut y avoir des religions complètement rituelles avec un dogme que les gens ignorent complètement. En disant, on va aller chercher du côté des concepts locaux, on s'en sort bien, mais on ne résout pas le problème, puisque les concepts locaux n'ont pas la totalité non plus de cette capacité d'universalisation qu'on a trouvée. Donc, on reconnaît les limites du concept de religion. Je dois avouer qu'on l'utilise plus comme un nominalisme, en disant, bon, on va parler de religion, ou ça relève de la religion. Il y a de moins en moins de personnes qui s'essayent, du moins dans mon champ disciplinaire, à essayer de le définir très précisément avec des ingrédients, avec des éléments de composition particuliers. Donc, on l'a désoccidentalisé, on n'a pas trouvé mieux. Non. Et comme on ne trouve pas mieux, on a décidé qu'on allait continuer à faire de la science et se poser la question de savoir bah, voilà, jusqu'où on peut étendre le terme et englober un certain nombre de choses dans le domaine du religieux. J'ajoute juste un truc, en étant un tout petit peu bavard, Frédéric, si tu me permets, c'est que le problème se pose avec des qualifications de religieux à des choses qui ne le sont pas. Quand on voit l'effervescence autour des grands événements sportifs, eh ben oui. Donc le match de foot comme rituel religieux, il y a plein de gens qui ont usé et abusé de l'allégorie, de la métaphore, en disant mais jusqu'où on pousse la métaphore, voilà, le côté effervescence, ou le communisme, les systèmes idéologiques, il y a tout un tas de possibilités. Et là, on arrive à la frontière de définition en étant soit prudent en disant je me retranche vers ce qui est historiquement dans le cadre des traditions bien identifiées, avec des corps de virtuoses, avec des dogmes, avec une ritualité qui se transmet, etc. Et des adeptes qui viennent pour participer, une audience au moins. Soit on étend et on dit ben, on va prendre des risques et on va essayer d'aller au risque d'aller trop loin. Pensée magique, par exemple, parce que ça a débordé comme le lait sur le feu au-delà de la casserole. Et alors, justement, John évoquait des pratiques ou des rituels sans credo. Pour le dire en termes pédants, on va dire des orthopraxies sans orthodoxie. Hein, ça existe, effectivement. C'est aussi le fait social qui, de manière générale, fonctionne comme ça. Toute société repose sur un certain nombre de rituels, de pratiques qui ne sont pas forcément organisés autour de quelque chose qui relèverait d'une doctrine ou d'un credo. Est-ce qu'on peut poser l'existence de credo sans pratique ou rituel associé? Oui. Alors la science, d'une certaine manière, pour moi, c'est un credo qui n'implique pas forcément des rituels ou des pratiques. Mais je ne sais pas si on peut aller jusque-là. Voilà, est-ce qu'on peut poser l'existence de credo, hein, ou d'orthodoxie, avec évidemment une dimension de transcendance associée, sans qu'il y ait de rituels ou de pratiques associées? Alors moi, j'abandonnerais credo et j'utiliserais plutôt credere. Il y a un potentiel du croire quelque part, avec des formes, des manifestations, des intensités, des densités du croire qui se cristallisent sur certains objets, en certains contextes et pas sur d'autres. Et j'ai l'impression que le credo s'est un peu minéralisé dans l'histoire des traditions officiellement religieuses, en fait, et ça me gêne un peu. Donc, je préfère étendre le credere et remettre le credo à sa place, tradition historique. Après, sur la question plus compliquée du credo sans rituel, etc., de toutes ces divisions, il y a
une distinction que moi j'aime bien faire, que je fais à mes étudiants régulièrement. Donc, faites attention à ce qui se passe au niveau de la logique des systèmes et ce qui se passe au niveau de la logique des pratiques. Alors, je m'explique. Au niveau de la logique des systèmes, on peut très bien trouver, il y a des exemples ethnographiques, pas étudiés par moi, mais j'en ai répertorié quelques-uns à titre d'exemple dans le livre, où on a des religions qui sont des religions extrêmement ritualistes en disant « il faut faire », et on leur dit « ne croyez pas, faites », et ça suffit largement. Donc, on est ici dans de la praxie, qu'elle soit hétéro ou ortho, peu importe, mais on est dans de la praxie. Et en disant, on suspend le croire. Et puis après, il y a la sociologie des individus, c'est-à-dire selon la position qu'on a dans un tel système social, le rapport qu'on a à son éducation, au système idéologique dominant et à la religion, on peut prendre ses distances avec la religion, même s'il existe un credo fort. Et donc, il peut y avoir une suspension du credo qui soit dans le système en disant là, il n'y a pas d'obligation de croire, pas de dogme. Quelques sociétés tribales en Birmanie et en Thaïlande qui sont des cas particuliers où on dit aux gens faites, mais la croyance, on s'en fout. Après, il y a toute la question de la distance des jeunes modernes. Donc, je distinguerais plutôt une sociologie des individus contre une sociologie des systèmes pour essayer de bien relocaliser notre rapport au credo. En ayant noyé tout le monde dans le fil. Voilà. Et donc, c'est le moment où je me retourne vers l'auditoire pour l'inviter à poursuivre les échanges. Oui, voilà. Vous avez bien fait. On arrive au relativisme. La science devient une pensée magique comme d'autres. Voilà. Alors, excellente question, ce qui va me permettre de pouvoir me déployer longuement. Il y a la science comme magie, la magie dans la science. Il y a tout un tas de liens logiques entre les deux termes. Et en général, dès qu'on dit la science comme magie ou la science est une magie, en général, on la positionne du côté justement de la disqualification. C'est une idéologie dans laquelle il y a une sorte de croyance absolue, aveugle, etc. Et moi, je pense qu'il y a des lignes de continuité, des lignes de rupture. Et ça revient à la première partie de votre question. Est-ce qu'il subsiste quelque chose? Alors là aussi, on est deux camps assez opposés. Il y a le camp de ceux qui estiment que les mécanismes de la pensée magique sont universels à toute la psychologie, quelle que soit la forme de culture dans laquelle on est né et quel que soit même le système religieux, hein, on produit de toute façon des causalités alternatives qui ne sont pas nécessairement inscrites dans une religion. Et donc, auquel cas, la science et la technologie ne font que caisse de résonance de ces trucs-là, maintenant. Soit plus délicat, mais c'est un peu l'hypothèse vers laquelle moi, mes terrains me portent, terrain empirique, en regardant ce qui se passe concrètement, comment on fabrique une IA ou comment on fabrique un robot, plutôt l'impression que les conditions de production de la high-tech, quand on arrive à un certain niveau d'hyper-rationalité, tout d'un coup, on invente de la magie. C'est-à-dire, à ce moment-là, on dépasse le cadre d'une psychologie universelle pour une sorte disons, de sécrétion symbolique qui manquait un petit peu à la science. En fait, la science a besoin de produire de la signification. Il y a les significations officielles qui sont de plus en plus inscrites dans des grands programmes, dans des grandes idéologies, dans ces fameux horizons mythologiques dont on parlait tout à l'heure. Et puis, il y a le sens qu'on peut donner à l'usage ordinaire ou à l'inscription, disons, tous azimuts dans notre société. Ok, c'est l'économie et c'est la publicité qui fait que vous avez acheté un smartphone, que vous avez envie d'un ordinateur high-tech et que vous dialoguez avec votre agent conversationnel. Mais dans cette appropriation, tout d'un coup, il y a une autre dimension de la magie dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, c'est le merveilleux. C'est pas justement que de l'instrumental. C'est pas que ça marche. C'est du merveilleux. Et il y a une troisième dimension, qui est la conclusion de mon livre, qui est 1, merveilleux, 2, instrumental, et 3, illusion. C'est-à-dire, il y a aussi des techniques de prestidigitation qui sont de la mise en scène et qui participent aussi de la structuration par la magie de la high-tech. Donc, je dirais, il y a des gens qui pensent que la high-tech est donc
un moyen de révéler ces continuités de la pensée magique sur le très très long terme dans l'histoire. Et il y a une autre école, on n'est pas très nombreux et c'est pas encore très structuré, mais on essaie d'y travailler. Enfin, école, je sais pas, mais quelques-uns à explorer cette piste. Mais non, non, c'est la high-tech qui produit une pensée magique nouveau régime, qui a les propriétés de l'ancienne, mais qui n'est absolument pas dépendante des sociétés dans lesquelles elle a été inventée. Des utilisateurs, je vais refaire la médecine, je suis médecin. Là, en sciences, a priori, la causalité, on se targue d'avoir une causalité vraie, prouvée par les faits. Et on essaie de se démarquer beaucoup de la pensée magique, médicale, qu'on s'imagine assez bien. Ouais. Dans mon domaine médical, dans la conception, dans la fabrication, on est vraiment en rupture totale. Après, que dans la pratique, en utilisation, il y ait besoin des deux, c'est sûr. Mais dans la conception, on est en rupture. Vous avez répondu à la question, ou du moins, vous m'avez donné les arguments qui me permettent de rebondir par une pirouette en sciences. Mais pour les scientifiques, c'est pas la même chose. En sciences, c'est les principes. Moi, en tant qu'anthropologue, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si la science est exacte ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'il y a des communautés de gens qui produisent des choses qu'on appelle de la science, qui leur donnent des significations et qui vont dire « Ouais, nous, on est positiviste, on produit des choses qui sont vraies, exactes, démontrables, empiriquement, etc., avec des tests de tout un tas de choses, même indépendantes de l'observateur, puisque c'est ça le principe de la science, hein, elle est réplicable et indépendante de l'observateur. » Et ma manière d'élaborer des concepts ou des modèles d'analyse provient de l'observation des scientifiques ou des ingénieurs qui font de la technologie dans leur activité ordinaire. Donc, je questionne moins la scientificité de ce qu'ils font que la complexité de leur pensée, effectivement, en pratique. Ça, c'est le regard de l'anthropologue. C'est pour ça que nous, on a savoir si ouais, ça fait de la science exacte ou pas, c'est assez décalé, parce que là, ça relève d'une philosophie des sciences. Ok. Et une question ouais, de vérité, de véracité, de vérésimilarité, si on est popérien. Enfin, peu importe, mais voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que pensent les gens qui se revendiquent des sciences. Et c'est toujours beaucoup plus compliqué qu'on veut bien le croire. Surtout quand on gratte les coins un peu sombres de leur âme. C'est intéressant ce que vous dites, ça me rappelle ce que moi j'ai souvent constaté, c'est justement la pensée des scientifiques. Quand on pense science au niveau basique, on se dit ça se démontre. A plus B égale, ça se démontre. Mais quand on voit penser un scientifique, et surtout les mathématiciens, je me demande même si c'est des scientifiques, ils ne démontrent pas, ils envisagent presque les choses, ça vient tout seul. Et ça m'a toujours fasciné. Ça, les gens qui sont très très doués en mathématiques, ils n'ont pas besoin de démontrer, ça leur vient tout seul. Et là, on peut parler de pensée magique, même si ce n'est pas la définition de votre pensée magique. Mais... Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais ça il faut revenir à Latour, en fait, qui nous expliquait que le monde du laboratoire est un monde dans lequel on fait des choses de manière un peu baroque, et puis ensuite on produit quelque chose qui s'appelle un fait scientifique. Le fait scientifique, il n'est absolument pas construit de la manière dont les sciences modélisent leur propre manière de faire de la science. Mais ils nous sortent un truc très propre à la fin en disant, voilà le fait scientifique tel qu'il est sorti du laboratoire. Dans le laboratoire, il y a des essais, des erreurs, des machins, des insights, des intuitions fausses, vraies, des moments aussi où les gens sont dans des états émotionnels, des lignes de politique scientifique qui les amènent vers quelque chose, ils résistent, ils y vont. C'est d'une extrême complexité. Or, moi j'aime bien le concept latourien de purification, c'est-à-dire on nous fait croire que la science, par réduction de la réalité pour arriver au modèle, nous donne le fait pur. En fait, c'est pas exactement comme ça qu'elle se fait. Alors, dire qu'elle ne se fait que par magie serait aussi aller dans l'inverse, serait complètement exagéré. Deux grands scientifiques, pour moi, c'est deux grands scientifiques qui ont bercé toute ma jeunesse, à savoir Freud d'un côté et Einstein de l'autre. Bon, on a vraiment l'impression que ça leur est venu, c'est presque Dieu qui leur a déposé les idées dans la tête. C'était tellement disruptif, pour parler un mot à la mode, par rapport à ce qu'il a pensé de l'époque, surtout encore. Einstein, bon,
ça ne touchait que certains scientifiques qui étudiaient les étoiles, c'est ça veut dire. Mais Freud savait que quand Freud avait fait une grande conférence à Vienne sur l'enfance, on avait dit, notre ami le docteur Freud va faire une conférence. D'abord, on va parler de choses et d'autres, et ces dames sortiront et messieurs pourront écouter la conférence. Oui, bon, j'élabore pas là-dessus, mais vous savez que si vous dites Freud grand scientifique, il va y avoir des gens qui vont pas être d'accord avec vous. Moi, je me mets dans aucun camp, mais je suis à plein de gens qui sont pas tout à fait d'accord avec ça. Et alors, vous évoquez un exemple intéressant, celui des mathématiques, sur lequel vous vous interrogez, savoir si c'est une science ou pas. Moi, je te laisse répondre. C'est vrai que je prends pas de risque. Voilà, quand on parle. Non, mais c'est un vrai sujet pour la philosophie des sciences, hein, le statut des mathématiques, hein, parce que nous avons aussi, avec notre modernité, nous avons conçu une certaine, je ne sais pas si c'est un mythe, mais une certaine représentation de ce qu'est la science. Et cette représentation, elle se comprend assez bien dans l'imaginaire partagé contemporain. Il suffit d'aller à la fête de la science tous les ans. La fête de la science, c'est quoi? C'est des stands sur lesquels il y a des gens qui vont démontrer des choses concrètes, des expériences. Le scientifique, c'est le labo, c'est la blouse blanche, c'est l'invention concrète ou la découverte concrète de quelque chose, voilà. Les mathématiques, on n'est pas du tout là-dedans. Les mathématiques, c'est totalement hors de cela par rapport à une certaine représentation partagée aujourd'hui de ce qu'est la science. Donc, il y a peut-être eu aussi dans notre histoire, et ça c'est une histoire justement l'histoire des sciences, de l'avance scientifique, une sorte de restriction, hein, voire de rétrécissement de ce que nous pensons être la science, et je pense que les mathématiques sont un bon exemple de ça. Il y a un côté pensée magique, hein, chez les grands mathématiciens, il y a un côté poétique aussi, Ah oui, hein, oui. il y a un côté créateur pur, Le Gardner et le voilà, Gardner, d'idées dont on ne sait pas effectivement d'où elles sortent, hein. Voilà, et donc par rapport à ça, Moi, je ne peux donner que des cas empiriques de mes terrains, et je vois que toute forme de technologie, que ce soit un programme informatique, un robot ou une technologie hybride entre les deux, commence par une formule mathématique. Je suis entouré de gens qui ne font que des formules mathématiques. Mathémagiques. Le mot a glissé. Mathémagique. Tiens, on va le déposer. Et alors, je pense que là, le débat s'est orienté vers les mathématiques pures. Ouais. Moi, je vois les mathématiques comme étant un mode de pensée qui embraye des choses. Oui, qui formalise les choses. Du point de vue de l'informatique, et de la mécatronique et de l'ingénierie, de la high-tech, ça commence toujours par une formule mathématique, et chaque étape, chaque brique technologique, pour utiliser le lexique, est générée, cadrée et vérifiée par la pertinence et l'exactitude des formules mathématiques qui les ont générées. Et donc, de fait, j'allais dire, c'est la base la plus solide de la science en train de se faire. Quand on voit un démonstrateur sur un stand, le démonstrateur n'est que le produit fini. Mais la genèse, c'est la formule mathématique. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, et juste de ce point de vue-là, il n'y a pas plus scientifique que les mathématiques. Même si, effectivement, il y a une esthétique, une philosophie qui nous envoie vers une poétique des maths. Mais enfin, je parle des mathématiques occidentales modernes. Je me tourne vers un jeune qui me regarde. Donc, par rapport à ce cadre-là et son rapport avec ce qu'on appelle les sciences les plus matérialistes, en fait, celles qui se concrétisent dans des opérations ou des éléments physiques. Ça n'a pas toujours été la définition des philosophes. Je me souviens de m'être fait engueuler par un prof de philo quand j'étais sur les mathématiques, c'est pas une science, c'est une construction d'esprit. Ouais. Ouais, je sais pas, il me semble, à fréquenter des gens qui pensent en termes mathématiques, je commence à comprendre leur vision du monde, qui n'était pas la mienne initialement, et de comprendre que finalement, derrière tout ce qui nous entoure, il y a une formule mathématique. Enfin, ce sera le titre du livre. Tu avais fait venir, hein. Ouais. Décidément. Il y a une formule mathématique qui se cache. Je serais bien incapable, moi, d'écrire, hein, on est bien d'accord, mais je peux comprendre que voilà, il y a un Deus in machina qui est d'une identité mathématique dans le monde qui nous... Je me souviens avoir eu un professeur de mathématiques qui, effectivement, nous posait systématiquement la question
Ça pouvait être même à l'occasion de promenades, parce qu'il faisait des mathématiques en se promenant. Et donc, si on apercevait par exemple un gazon ou une pelouse dans un parc qui avait une certaine forme, c'était, voilà, quelle serait la formule mathématique qui permettrait d'aboutir à cette courbe-là? Ça, c'est de la conversion religieuse. Ben oui, c'est là, de l'évangélisme mathématique. Oui, mais là, tu touches à quelque chose qui relève presque de la transcendance. Oui, oui, et dès que derrière chaque élément matériel, je dirais phénoménal qui nous entoure, il y a potentiellement une formule. Bon, c'est Pythagore, hein. Oui, oui. On est en plein dans le pythagorisme. Derrière, il y a une formule mathématique qui se cache, Oui. et que seuls les mathématiciens sont capables de débusquer, qui va dire ce que la chose est. Alors, voilà. Si tu pars de Pythagore Ouais. et tu vois de la mathématique partout dans le monde, si tu passes ensuite par, alors je sais que je vais pas me faire quelques copains en anthropologie parce qu'il y en a qui sont contre, mais si tu passes par le filtre Heidegger et tu reprends la technique, tu comprends qu'on arrive ensuite à la société des algorithmes. C'est-à-dire en disant, derrière chaque réalité se cache un algorithme. Et initialement, derrière chaque réalité se cachait une formule mathématique. Donc là, il y a des lignes de continuité qui sont extrêmement intéressantes du point de vue de la philosophie et de l'histoire des sciences. Parce qu'on nous dit, oui, mais on a créé la société algorithmique. Mais déjà, la pensée mathématique comme régissant le monde, c'était quelque chose de nos chers antiques. Oui, tout à fait. Donc, il y a les algorithmes, il y a toute une mythologie de l'algorithme aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, etc. C'est la transcendance d'aujourd'hui, quand même. Déjà, Einstein avait dit qu'il recherchait la formule de Dieu. Ah oui, alors moi je suis allé essayer de chercher les textes dans lesquels il parlait de Dieu, et en fait à un moment il fait référence dans une vague lettre qui a été publiée très tardivement, évidemment en posthume, dans laquelle il fait référence à une religion cosmique dont on n'arrive pas à savoir exactement sur quoi elle repose. On ne sait pas si c'est du bouddhisme, si c'est de l'hindouisme, ou elle n'a pas d'identité historique ou géographique ou culturelle, mais il parle d'une sorte de religion cosmique, de résonance avec une religion cosmique. Bon. Après, il n'est pas encore beaucoup venu dans la conversation, mais Dieu, effectivement, s'il y a bien un concept qui est difficile à manier sur ce plan, c'est celui de Dieu. Une fois qu'on a épuisé la question de la définition théologique classique, même si elle prend des formes très, très, très différentes, mais voilà, le doigt de Dieu, la main de Dieu, etc., derrière les grandes transformations de l'univers et celles qui agissent maintenant, le Dieu Internet, etc. Monsieur Harari qui nous raconte la religion des données, le Dieu techno. Donc voilà, si on laisse la porte ouverte, il va y avoir beaucoup de monde. Je reste sur pensée magique. Au moins c'est informe et elle n'est pas anthropomorphisée. La religion, dans l'évolution humaine, le sentiment religieux n'est quand Donc, ben, il y a un débat là-dessus, on va y revenir. D'abord, il faut qu'on ait toutes les traces des premières humanités, ce qu'elles ont laissé derrière. Alors, grosso modo, on peut dire qu'on a, disons, des traces qui ne sont pas encore des preuves, hein, des traces qui amènent vers l'idée d'une pensée symbolique qui pourrait amener à voilà, penser à quelque chose qu'on appelle religieux, c'est au niveau du paléolithique. Donc, selon les régions du monde, entre moins 50 000 et moins 150 000. Après, on a sur le néolithique ancien, les premières sépultures, on a des premières preuves. Et donc, tous ces éléments-là donnent ensuite on va être un peu à la Ginsburg, des indices. On va être dans un paradigme indiciaire en disant, voilà, des indices convergents qui laissent à penser qu'à ce moment-là, et la question d'enterrer les morts, et la question aussi de certains arrangements matériels qu'on a trouvés dans des grottes paléolithiques, etc., avec des crânes, prétendument il y aurait eu des cultes de l'ours et de n'importe quel autre animal, puis aussi, bon, alors évidemment, sur la magie pariétale, vous savez, Lascaux et les flèches qui ont été lancées sur les bisons peints. Bon, tout ça, c'est des éléments, mais qui reviennent systématiquement, qui sont très pauvres,
La réalité, c'est qu'il faut être très, très prudent. Et il y a, moi, un auteur que j'ai beaucoup lu quand j'étais étudiant et que j'invite mes étudiants à lire, c'est Leroi-Gourhan, qui nous disait en permanence, faites attention à ne pas remonter, parce que la religion des origines, c'est l'origine des religions, c'est la religion des origines, et on bascule facilement de l'un à l'autre. Maintenant, les sciences cognitives ont amené à une généalogie un petit peu plus ancienne, visiblement, que celle qui est admise par les paléoanthropologues, et nous dirait que, voilà, donc le plus haut paléolithique, certains ne sont pas tout à fait d'accord. On va dire, si on est un peu prudent, on va dire il y a 35-40 000 ans. Quoi. L'avantage évolutif, c'est quoi? De la religion? Demandez à Scott Atran, qui est l'anthropologue américain, qui a écrit une histoire évolutive de la religion et qui nous explique l'avantage évolutif. Je sais pas. Alors, soyons clairs là-dessus. Le débat, il est un peu brûlant parce que est-on obligé d'être évolutionniste actuellement? Un peu, oui, parce que tout le monde commence à le redevenir en nous disant oui, il faut penser en termes d'évolution. Moi, j'ai un peu du mal avec l'évolution parce que un processus d'évolution biologique n'est pas un processus d'évolution sociale. Et donc, il faut faire attention, les sociétés ne changent pas comme changent les organismes vivants. Donc, déjà, première chose, on n'est pas du tout sur le même régime de réalité. Et ensuite, après, les mécanismes d'évolution, il y a des mécanismes d'involution, de rétroévolution, de ramification, enfin, tout ça, c'est... Bon, bref. Donc déjà, la notion même d'évolution me paraît d'une grande complexité, mais si jamais, à l'occasion, dans cette prise vidéo, certains collègues et amis, ils se reconnaîtront, qui parlent des coévolutions des techniques et des humains, ont envie d'en discuter. On est en plein débat autour de ça. Alors, sur l'avantage, il n'y en a aucun, directement. On est bien d'accord. La religion n'est absolument pas une technique de protection contre un environnement hostile, elle n'est pas une technique de production agricole qui va nous permettre de survivre et de faire vivre plus de gens dans une société. Mais, alors, c'est ce que disent les neurobiologistes et les évolutionnistes, Boyer, Atran et toute la bande des naturalistes. Alors, ils nous traitent d'afroculturalistes, et eux, ils se prétendent naturalistes. Le débat n'est pas tranché, oui. On en est encore là. Ouais, on n'a pas réglé la question des sciences cognitives de la religion et de l'évolution et de... Bon, donc c'est difficile parce que c'est pas exactement les mêmes épistémologies. Bon, il y a sans doute une fonction dérivée ou secondaire qui est essentielle, sinon l'humanité ne se serait pas attachée à la religion aussi longtemps. Mais une fonction patente, comme on peut la trouver dans d'autres choses, et notamment les techniques, qui nous ont permis de nous protéger, qui nous ont permis de faire croître justement les ressources alimentaires, etc., etc. Donc il y a un avantage évolutif, peut-être. Il est moins évident que d'autres inventions de l'humanité, mais c'est une thèse qui est défendue par les neurosciences et la psychologie évolutionniste. Elle est convaincante jusqu'à un certain point. Et un petit silence, je mets ensuite la banderille ultime. Je me méfie beaucoup des grands modèles très très longs dans l'histoire qui marchent trop bien. Oui. On est d'accord. Il y a souvent on a cette idée d'évolution souvent on dit que l'évolution, donc l'émergence du monothéisme, c'est un progrès. Et il y a ce collègue dont le nom m'échappe maintenant, ce collègue de Constance en Allemagne, qui est spécialiste de société égyptienne, qui dit non, au contraire, le monothéisme sont beaucoup plus intolérants qu'ils n'étaient les paganismes antiques, oui. Et que c'est au contraire ce qui a provoqué plus de conflits dans les sociétés, l'évolution du monothéisme. Oui, mais plus puissant du point de vue de l'organisation sociale. Parce que les paganismes et les polythéismes, disons, magico-religieux, etc., c'était moins organisé, enfin... Oui, bon, il y a le culte de l'empereur, il y a des cultes... Ah oui, ceux-là, oui, d'accord, oui, ces cultes antiques-là. Non, moi j'ai le modèle des sociétés non occidentales. Évidemment, je ne suis pas de tout ça. Moi, je conseille la lecture d'un ouvrage d'un ami et qui est anthropologue, Dominique Desjeux, anthropologue anciennement Paris Descartes, pardon.
par Descartes, qui a écrit un très beau livre il y a pas longtemps qui s'appelle Le marché des dieux, et qui ne parle pas d'économie de la religion. Il évoque la possibilité d'appliquer une grille d'analyse qui est celle de l'économie politique, et il abandonne l'idée d'évolution, il abandonne l'idée de transformation et dit on va utiliser le terme d'innovation, comme en parlent les économistes actuellement. Est-ce que le christianisme a été une innovation utile, donc rentable, au sens économique du terme, pour les sociétés du bassin méditerranéen? Et la démonstration est imparable. C'est vraiment très convaincant du point de vue des avantages. Alors, cette fois, ouais, autant en termes d'innovation, hein, pas d'évolution. Alors, dans un marché, c'est-à-dire comment le christianisme a réussi en compétiteur, qui était un challenger quand même mal barré face au polythéisme dominant, il a réussi à se positionner en tant que compétiteur dangereux, puis tout d'un coup, avec la force du temps, hégémonique, en travaillant justement à essayer de valoriser ce qu'il apportait du point de vue de son innovation pratique, dogmatique, etc. Et donc, avoir une grille de lecture qui vient des sciences de gestion ou des sciences économiques sur l'histoire antique, c'était osé, fallait le faire, fallait que ce soit un anthropologue qui le fasse. Donc c'est un petit livre qui est paru il y a une poignée d'années maintenant, 3-4 ans, et qui est absolument formidable parce qu'il donne une révision assez fraîche, assez intense de l'histoire des religions, qui est en général soit l'histoire historienne, soit depuis les neurosciences, l'histoire évolutionniste type psychologie et sciences cognitives. Encore pleine. Non, allez-y, j'interviendrai ensuite. Il y a deux choses qui se rejoignent parce que les égyptologues, je suis membre d'une société d'égyptologie, nous disent, je ne sais pas si c'est vrai, que le christianisme a un peu vaincu parce qu'il y avait à l'époque très peu de religions qui offraient la possibilité d'avoir une vie après la mort. Et on sait aussi en neurosciences que la plus grande, ça c'est Freud, scientifique entre guillemets, qui nous a appris, c'est la peur, l'angoisse de la mort chez les êtres humains, qui est toujours derrière. Donc, ça rejoint les deux. Tu vas faire ton travail? Voilà, ce sera pour conclure, parce qu'on va respecter le temps qu'on s'était imparti, en sachant que... Non, mais merci d'avoir introduit pour la conclusion. Voilà, parce que voilà, on va faire la conclusion. Lionel est venu avec un autre ouvrage récent, donc L'au-delà, penser la vie. Ouais. Voilà, pardon. Paru avant. Voilà, avant celui-là, mais donc récent aussi. Oui, de 2024. Voilà. L'au-delà, penser la vie après la mort à travers l'histoire et les cultures. Donc voilà, c'était tout à fait le sens de la question. Donc je vous le recommande, c'est paru aux éditions Erol. Alors nous allons conclure parce que vous allez avoir le temps de poursuivre les échanges de manière aussi informelle que nous étions en train de le faire, mais avec le décorum en moins.